Et maintenant, si on passait à une centenaire qui coûte pas cher, justement, qui est l'aspirine. Pas cher, allons-y. Voilà, deuxième topo. Mille merci pour ce premier exposé sur les AOD. Bien, an aspirin a day keeps the doctor away, et comme disait Somerset Maugham, surtout si on vise bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'aspirine. Une aspirine, il va un petit peu trop vite pour moi, une aspirine a day qui keeps the doctor away. Donc j'ai toujours pas de conflit d'intérêt, je dois encore des diapos à Nadia Rosencher. Nadia, indispensable, Nadia. Indispensable. Alors, on va peut-être monter cette règle-là et on va la supprimer. Voilà. Alors, voilà un petit papier de 20 minutes. Après une lourde opération à Marseille, ils regagnent leur chambre en marchant. Quel est le secret de l'hôpital Nord? Le secret, c'est ça. Hein. Ils ont découvert la RAC. C'est que la chirurgie évolue. Elle a énormément évolué grâce à vous tous, les chirurgiens, grâce à nous, les anesthésistes, grâce aux nouvelles techniques, grâce à la demande des patients, grâce au développement de l'ambulatoire, de la RAC, bien sûr, grâce à la pression économique. Et pourtant, les patients sont plus âgés et le risque thromboembolique, il diminue. Alors voilà un exemple, c'est la base SNIREP, qui est une grosse base de l'assurance maladie sur laquelle on a travaillé avec l'INSERM de Bordeaux. Il y a quelques années, ça se passe entre janvier 2013 et septembre 2014. Ce sont toutes les PTH et toutes les PTG qui sont allés dans des centres de rééducation en France. Et il y a donc 63 000 prothèses de hanches, et chez qui on va regarder celles qui ont été traitées par un AOD et celles qui ont été traitées par une HBPM. On va regarder le taux de thrombose et le taux de saignement, et on fera la même chose pour les prothèses totales de genoux. Alors, ce qu'on voit surtout, c'est qu'en 2014, le taux d'événements thromboemboliques avec les AOD, il était à moins de 1 pour... il était à 1 pour 1000. Il était avec les héparines de bas poids, 0,5%. La réalité du risque thromboembolique post-opératoire, c'est ça. Alors d'accord, c'est une base de données, on a des chiffres qui sont peut-être un peu plus élevés, mais en tout cas on est largement en dessous du 1%. Et pour ceux d'entre vous qui travaillent ou qui travaillaient dans les services d'orthopédie, ce qu'on voyait il y a 30 ans avec les patients qui faisaient des embolies pulmonaires mortelles à J3, c'est fini, on n'en voit plus. Et on peut maintenant avoir une carrière de chirurgien orthopédiste depuis 20 ans sans avoir vu d'embolie pulmonaire mortelle grâce aux héparines de bas poids moléculaires et bien sûr grâce aux AOD. Et vous voyez que pour les PTG, c'est la même chose. 16% de thrombose veineuse avec les AOD et 0,23% avec les HBPM, et toujours avec des risques hémorragiques qui sont très très faibles. On est au maximum à 0,38%, 3,8 pour 1000 avec les AOD. La réalité du risque thromboembolique, c'est ça. Alors, pourquoi? Grâce à nous tous. Voilà ce qui se passe par exemple à Copenhague. C'est une étude qui est faite sur 6 hôpitaux danois, et chez qui on opère les patients d'une PTH et d'une PTG en fast track, donc en RAC, et ils restent tous moins de 5 jours. Enfin, 95% d'entre eux sont hospitalisés moins de 5 jours. Ce qui commence à être le cas en France. Les dernières données de l'assurance maladie de l'année dernière, de l'HAS, donnaient une durée moyenne d'hospitalisation pour PTH-PTG de 6 jours en France. Mais ça a considérablement baissé par rapport à il y a 15 ans. Mais là, c'est moins de 5 jours pour 95% d'entre eux. Au Danemark, ces patients-là, on leur donne une prophylaxie que quand ils sont hospitalisés. Vous savez que les recommandations dont vous parlera Nadia tout à l'heure, c'est on donne une prophylaxie pendant 1 mois pour la prothèse de hanche et 15 jours ou 1 mois pour la prothèse de genou. Donc une injection d'HBPM ou un comprimé de Xarelto ou 2 comprimés d'Eliquis. Là, on leur donne la prophylaxie que pendant qu'ils sont hospitalisés. Or, la durée médiane d'hospitalisation, c'est 2 jours. 2 jours, la moitié sont hospitalisés moins de 2 jours. Et donc ils ont eu au total 2 comprimés de rivaroxaban, voire 1 ou 2 injections d'HBPM. Et alors ça donne quoi? Ça donne des taux d'embolie pulmonaire à 0,11%, de thrombose toutes confondues à 0,3%, de thrombose proximale à 0,2%. Ils sont donc de l'ordre des chiffres
que je vous ai donné avec une prophylaxie d'1 mois. Et ça, c'est grâce au fast track. Alors ceux qui sont sortis, c'est l'immense majorité. Ceux qui ne sont pas sortis, ils ont des taux d'événements thromboemboliques beaucoup plus importants, mais parce qu'ils sont plus vieux, parce qu'ils sont obèses, parce qu'ils ont un cancer, etc. Mais l'immense majorité, ils ont été traités pas longtemps, et le deuxième papier de l'étude, cette fois-ci ce sont 17 500 procédures, et qui confirment exactement la même chose, avec exactement les mêmes chiffres. Et quand on revoit la littérature, et là c'est un groupe de chercheurs qui dans le domaine de l'hémostase est très connu, et bon, notamment Jacques Hirsch, qui est celui qui a créé les recommandations de la CCP, Gordon Guyatt qui a dirigé les précédentes, il y a des tas d'auteurs très connus là, qui ont fait une recherche PubMed sur toutes les études observationnelles ou randomisées publiées entre 1950 et 2016 sur la mortalité à 3 mois des prothèses de hanche et prothèses de genoux. Il y a 255 études, il y a 31 000 décès sur 6 280 000 malades. Donc c'est quand même, c'est pas, on n'a pas demandé à un externe d'aller chercher 6 293 000 dossiers. Donc c'est un gros travail. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une diminution constante de la mortalité qui va passer de 1,15% à 0,24%, ce qui fait presque 80% de réduction de la mortalité, grâce à vous, grâce à nous, etc., etc. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est la conclusion des auteurs qui vous disent, bien sûr, les traitements antithrombotiques ont pu servir, mais ce qui a tout changé, c'est la prise en charge globale des patients. Le fait qu'on les secoue, le fait qu'on les fasse marcher avant, le fait qu'on les fasse marcher quasiment pendant l'intervention, ou au moins après, et qu'on les fasse sortir tout de suite, etc. Et la vraie différence, elle est là. Le risque thromboembolique en orthopédie, et on ne parle que d'orthopédie, PTH, PTG, il a considérablement diminué. Et donc, on a fait des recommandations avec la Société européenne d'anesthésiologie qui peuvent prendre cette forme-là, mais je vais vous la montrer sous forme d'algorithme, ça sera plus facile. Pour la chirurgie ambulatoire ou pour les procédures fast-track, ça ne s'applique qu'à la chirurgie ambulatoire ou fast-track. C'est-à-dire que vous prenez par exemple une prothèse de hanche chez un patient de 70 ans qui par ailleurs est sportif, mais qui a une vraie arthrose et qui va marcher le soir même. Eh bien, si c'est une procédure à haut risque, ce qui est le cas ici, si le patient n'a pas de risque personnel, à ce moment-là, on peut lui faire une HBPM, ou alors, si c'est une prothèse de hanche, on pourra lui faire de l'aspirine. S'il y a un haut risque personnel, s'il n'a pas de risque hémorragique, on va faire une HBPM et puis éventuellement de la compression pneumatique intermittente. S'il a un risque hémorragique, on fera juste de la compression pneumatique intermittente, vous savez, avec ces bottes gonflables qui marchent bien, mais qu'on ne peut donner que tant que le patient ne marche pas, évidemment. Pour un patient qui a un risque faible, ou un patient qui a un risque élevé pour une procédure à risque faible, on est donc dans l'héparine de bas poids ou dans l'aspirine pour PTH, PTG, voire fracture du col. Et puis bien sûr, pour une procédure à risque faible, pour un patient à risque faible, on ne fait rien et surtout on ne fait pas de bas antithrombose. On a un chapitre entier sur l'inutilité totale des bas antithromboses. Et depuis, il y a d'autres études qui ont été publiées qui ont montré que les bas antithromboses ne servaient à rien et étaient même plutôt responsables de petites lésions, de petits escarres, de petits ulcères. Et ils coûtent une somme absolument considérable. J'ai vu hier qu'en Grande-Bretagne, l'année dernière, ils ont coûté 68 millions de livres sterling. On peut se passer de ça. Alors, du coup, ça apporte des nouvelles questions. Est-ce qu'on doit raccourcir la durée de la prophylaxie? Alors, on a envie de le penser, voire ne plus en faire. Ce n'est pas le message que je veux vous donner aujourd'hui. Est-ce qu'il faut choisir des doses plus faibles d'anticoagulants? Ce n'est pas le message non plus, parce que là, ça serait du bricolage. Est-ce qu'il y a une nouvelle place pour les AOD? En chirurgie fast-track, c'est vrai que c'est intéressant. Puis si le patient sort tout de suite, il n'a peut-être pas envie d'avoir une injection. Ou pour l'aspirine. Et c'est là qu'intervient l'intérêt de l'aspirine. Alors voilà un travail qu'on avait fait avec Ron Poulain, qui était ensuite devenu Sanofi, avec Nadia. C'est l'étude ESCORT. C'est un travail ancien puisqu'il a 20 ans. On avait fait un recrutement compétitif pendant 2 mois sur tous les patients en France qui avaient une fracture du col. 525 centres.
il y a 20 ans. On avait une pêche d'enfer. 6860 patients évaluables, à 80% des femmes, parce qu'à cet âge-là, les mecs sont morts. Et malheureusement, les résultats qui étaient sponsorisés par Ron Poulenc n'ont pas été ceux attendus par Ron Poulenc, puisque Ron Poulenc s'attendait, c'est une étude observationnelle qui leur a coûté relativement cher, je pense, à 5-10% de thrombose. On était à 1,34% d'événements thromboemboliques, ce qui est 10 fois plus que maintenant. Mais c'était pas énorme du tout. 1,34% pour la fracture du col, bah dites, c'est pas beaucoup quand même. Mais pourquoi je vous montre ça? C'est pas pour vous dire qu'on a fait une belle étude avec Nadia, parce qu'on en a fait d'autres. Mais c'est qu'à l'époque, l'embolie pulmonaire, elle était à 0,2% et l'embolie pulmonaire fatale était à 0,04%. Mais que les hémorragies majeures dues aux HBPM, elles étaient à 1,2%, ce qui est exactement la même chose que les événements thromboemboliques, et les hémorragies fatales, elles étaient à 0,2%, c'est-à-dire pareil que les embolies pulmonaires non fatales. Donc on mourrait 5 fois plus d'hémorragies fatales que d'embolies pulmonaires à cause des anticoagulants. Donc déjà, avec le Lovenox ou avec la fragmine, à l'époque, il n'y avait pas les AOD, on avait atteint le risque hémorragique maximum. Donc est-ce que c'était la peine d'en remettre une couche avec des AOD qui sont encore plus puissants? C'était pas sûr. Alors les AOD sont arrivés, donc je vous ai montré déjà cette diapo avec le Rivarox avant, sauf que il y a eu des complications hémorragiques, de parois, des hématomes qui ont donné lieu à des publications. Et je connais un certain nombre de cliniques en région parisienne et de grosses cliniques qui font de l'orthopédie qui étaient revenues au Lovenox parce qu'elles ne voulaient plus utiliser les AOD à cause de ces hématomes qui n'étaient pas des hématomes méchants, qui aboutissaient généralement pas à des reprises. Mais ce sont des produits qui sont extrêmement costauds. Donc, la question, c'est l'aspirine. Pourquoi pas? Comme vous l'a expliqué Patrick, on avait ce schéma où l'aspirine était pour les artères et les anticoagulants étaient pour les veines. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que le thrombus artériel et le thrombus veineux ne sont pas tout à fait les mêmes. Ils ont les mêmes composants, mais leur composition n'est pas tout à fait la même. Il y a beaucoup plus de globules rouges dans le thrombus veineux, et il y a plus de leucocytes, par exemple, et de plaquettes dans le thrombose artériel. Dans le thrombus artériel. Et en gros, on a le même mécanisme, mais qui n'est pas enclenché de la même façon. Ce sont des thromboses de la même famille, mais qui ne se passent pas au même shear stress, à la même vitesse. Les artères, les débits sont beaucoup plus élevés. Le secteur veineux, ce sont des stases, et c'est des débits beaucoup plus lents. Et c'est pour ça que les thromboses ne sont pas les mêmes. Mais néanmoins, le mécanisme au départ, c'est une thrombose. Alors, on a des mécanismes très sophistiqués. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces neutrophiles extracellulaires TRAPS. C'est une nouveauté, ça fait pas très longtemps, ça fait 15 ans qu'on parle de ça seulement. Et ce sont en fait des leucocytes qui vont mourir et qui vont donner ces espèces de filaments un peu partout, mais on en a tous des nets. Et ces nets, qui sont donc une espèce de dégénérescence des neutrophiles qui permettent en même temps d'attraper les bactéries, donc c'est pas tout à fait un hasard, eh bien, ils vont être responsables de thrombose, et ça a été largement montré. Et il se trouve que l'aspirine bloque les nets et empêche la thrombose des nets. Voilà un mécanisme, par exemple, pour lequel l'aspirine va limiter les thromboses, notamment les thromboses veineuses. Par ailleurs, l'aspirine réduit le relâchement de microparticules plaquettaires qui viennent de la cellule endothéliale, et ces mécanismes-là ne sont pas très loin de ce qu'on peut voir de l'hypercoagulabilité de la thrombose veineuse. Alors, il y a des tas de papiers qui vont reprendre les raisons pour lesquelles, des mécanismes d'action, pourquoi l'aspirine a un rôle sur la thrombose veineuse. Je ne rentre pas dans les détails, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais il y a un substratum scientifique vraiment pour vous dire que ça marche. Alors, ça fait très longtemps que c'est utilisé l'aspirine en orthopédie. Le plus vieux papier, c'est un papier de l'équipe d'Arthur Waltman et d'Edwin Salzman à Boston. Et c'est une étude prospective randomisée en double aveugle parue dans le New England en 1977, où on donnait 600 mg d'aspirine matin et soir, ça fait 1,2 g, je jure que l'estomac ça devait être pas mal, ou du placebo. Et ensuite, on faisait une phlébographie à J7, J10 après une prothèse de hanche. Et globalement, il y avait presque 2 fois moins de thrombose, mais c'était comparé au placebo, 2 fois moins de thrombose phlébographique, c'est pour ça qu'on a des taux qui sont considérables, avec l'aspirine. Il n'y avait pas d'hémorragie majeure, il y avait un seul hématome dans le groupe contrôle contre 3 dans le groupe aspirine.
En fait, des études comme ça ont donné aux chirurgiens américains et britanniques une espèce de feu vert pour utiliser l'aspirine. Et il y avait un vrai gap entre de très nombreuses équipes européennes en dehors de l'Angleterre, qui utilisaient les anticoagulants, qui utilisaient la calciparine, les héparines de bas poids moléculaire et même les AOD, et puis les chirurgiens britanniques et américains qui utilisaient beaucoup l'aspirine. Alors, il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de batailles, mais le juge de paix, c'était les recommandations nord-américaines de Chest, qui, en 2012, ont mis exactement au même niveau pour la prothèse de hanche et la prothèse de genou, les héparines de bas poids moléculaire, l'Arixtral, Fondaparinux, l'apixaban, le dabigatran, le rivaroxaban, donc les AOD, la calciparine, les AVK et l'aspirine. Et ceux qui ne faisaient pas encore d'aspirine aux États-Unis se sont mis à en prescrire. Et on voit que la prescription d'AOD et d'anticoagulants ici diminue pour une prescription d'aspirine qui augmente. Ça, c'est à Chicago et ça, je crois, c'est à New York. Et dans les deux cas, les courbes se croisent. Il y a énormément de centres, surtout pour la prothèse de genou aux États-Unis, qui utilisent l'aspirine. Alors, avec la Société européenne, les mêmes recommandations que tout à l'heure, et on les a faites avec la Société de thrombose et hémostase, dont la présidente, ici, Ingrid Babinger, était co-signataire du chapitre sur l'aspirine. Nous avons fait des recommandations en disant qu'on recommandait l'utilisation de l'aspirine comme une option, avec le même grade 1B, après la prothèse de hanche, après la prothèse totale de genou, et la fracture du col, parce que si vous allez vraiment bien voir dans les recommandations nord-américaines, c'est aussi recommandé pour la fracture du col. Ensuite, on suggérait, c'était de la mauvaise recommandation, d'utiliser l'aspirine après la PTH-PTG et la fracture du col chez les patients qui n'ont pas un risque thromboembolique trop élevé, parce qu'on sait bien que l'aspirine c'est quand même moins puissant que les anticoagulants. On suggérait ça chez ceux qui ont un risque hémorragique plus élevé, donc c'est logique puisque l'aspirine fait théoriquement moins saigner que les anticoagulants. On suggérait ça dans les programmes Fast Track, dans les programmes de RAC. Et en revanche, on ne donnait pas de recommandations sur la dose et la durée du traitement, mais on pouvait probablement donner une dose de charge de 160 mg ou 325 mg le premier jour, et ensuite il suffit de donner 0,5 mg kg, ce qui pour un mec comme moi fait 37 mg, comme ça vous pouvez calculer mon poids, c'est pas compliqué. En revanche, pour toutes les autres chirurgies, donc là je parle que des 3 interventions en chirurgie orthopédique, pour toutes les autres chirurgies, c'était pas recommandé. Alors on n'a pas été tout seul, puisque les recommandations britanniques, qui sont extrêmement bien faites, extrêmement costauds, pour la prothèse de genou mettent l'aspirine en première position, et les recommandations de l'American Society of Hematology de 2019, pour la chirurgie orthopédique quelle qu'elle soit, mettent l'aspirine en première position aussi. Alors, on a eu des tas et des tas d'études, plus ou moins bien faites. La meilleure, c'est une méta-analyse parue dans le JAMA en 2020, pendant la crise Covid. 13 études randomisées, 6000 patients. Le risque relatif de thrombose après une prothèse de hanche et une prothèse de genou par rapport aux autres anticoagulants n'est pas différent pour l'aspirine, et avec une tolérance qui est exactement la même. Donc pas plus d'hémorragie, pas moins d'hémorragie, pas plus d'efficacité, pas moins d'efficacité. Selon ces méta-analyses, vous voyez bien, hein, on est ici exactement pareil que les autres anticoagulants. Donc en pratique, et là j'en aurais fini, le risque thromboembolique veineux diminue, notamment en chirurgie orthopédique réglée. Et donc à ce moment-là, si le risque diminue, il y a peut-être un intérêt à utiliser un médicament moins puissant, mais pas chez tous les malades. Les recos de la Société européenne d'anesthésie et de réanimation apportent des nouvelles recommandations de l'air frais, mais on peut encore mourir d'embolie pulmonaire, donc faire très attention. Attention, l'aspirine en dehors de la PTH et de la PTG Fast Track. Il ne faut pas en donner à tout le monde, ça je crois qu'il faut être très très prudent. La dose de charge c'est 160 à 325 mg une fois, puis 75 à 100 mg pendant un mois. L'aspirine est déconseillée ailleurs. Ces recos vont conduire à de nouveaux projets de recherche, et on a soumis pour la 3e fois avec Patrick Mismetti un PHRC où on va comparer l'aspirine avec les HBPM ou les AOD chez 3110 patients qui sont opérés d'une hanche ou d'un genou dans 53 centres en France, dont 38 centres privés avec Elsan, Vivalto, Ramsay et je ne sais plus quel groupe encore de cliniques. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Marc. Tu as écrasé le mythe du bas de prévention antithromboembolique.
c'est important parce que beaucoup de C'était pas le chirurgiens sujet du topo. ne méconnaissent encore vu le chiffre d'affaires de ces produits, donc ça veut dire que beaucoup sont prescrits. Ah oui. Même en France, pas seulement. De moins en moins, parce que les recommandations, De moins en moins, mais- on l'entend, et Nadia vous parlera des recommandations de l'ASFAR. L'ASFAR a endossé les recommandations que je vous ai montrées, et le GIHP a fait des recommandations supplémentaires, et pour les bas, ils sont tout à fait d'accord, en tout cas. D'accord. Ah bah les bas. Donc ça c'est première chose. Et en grand message pour l'aspirine. Qu'est-ce que tu nous dis? On doit retenir absolument. Je dis que chez quelqu'un de relativement jeune, qui est mobile et qui a une procédure fast-track d'orthopédie, je veux dire, la fracture du col, il ne faut peut-être pas être maximaliste, mais pour PTH, PTG, il y a des dizaines de milliers de malades qui en ont tous les jours aux États-Unis. Il y a une bonne sécurité, on a de la littérature. On aura la vraie vérité qu'une fois qu'il y aura une étude qui sera publiée. Il y a actuellement une grande étude avec 25 000 malades en Australie et Nouvelle-Zélande. Peut-être qu'elle sortira avant qu'on ait réussi à caser notre PHRC. On pourra vraiment recommander l'aspirine qu'à ce moment-là. Là, raisonnablement, dans l'état actuel des connaissances, c'est possible, mais il ne faut pas en faire à tout le monde, et il faut faire très attention, parce que quand on donne des recommandations comme ça, il y a des gens qui vont sortir en disant bon, on va mettre de l'aspirine à tout le monde, ça c'est pire que tout, quoi. Donc, mais il y a un certain nombre de patients qui peuvent en bénéficier. On a un copain qui a été opéré, qui a 70 ans, qui a été opéré à un mois d'intervalle d'une PTH de chaque côté, qui a été mis sous aspirine. Voilà quoi, et puis c'est tout, tout va bien. Hein. Moi je le ferai pour moi. Ça c'est un très très mauvais argument. Hein. C'est pas un argument scientifique, mais j'ai suffisamment confiance dans ce que j'ai lu et dans les recommandations qu'on a faites et qui vont être mises à jour de toutes les façons dans les mois qui viennent. Merci. Hubert, Jeunet. Oui, alors vous avez été tellement convaincant qu'on s'est dit, on a envie de le faire dans les autres spécialités. Or, vous nous dites, non, Surtout pas. on n'a c'est pas très donné. déconseillé. Alors, pourquoi c'est déconseillé? Parce qu'il y a des études qui ont... Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de registre. d'études en Non, il n'y a rien. Il y a rien. Personne n'en donne. Et, donc on ne sait pas. On ne sait pas. Mais c'est pas parce que ça a été montré que c'était plus dangereux. On ne sait pas. On ne sait pas. Et voilà. Puis j'ai pas envie de prendre trop de coups, quoi. Donc bon. En tous les cas, merci pour cette très très brillante présentation formidable.